26e journée du championnat, nous entrons dans le dernier tiers de la saison. Le Paris Saint-Germain compte 5 points d'avance sur Marseille, mais Marseille reçoit un mal classé Toulouse, alors que le Paris Saint-Germain se déplace chez un Européen. Combien de buts? Chouette, c'est le record. 27 buts inscrits ce soir. Bonsoir, je vous le promets, la soirée est très belle, il y a beaucoup de buts, il y a des retournements de situation, il y a du suspense aussi. D'ailleurs, ça avait commencé hier en direct sur Canal avec le derby entre Caen et Le Havre, un match qu'il fallait suivre jusqu'au bout. Résumé, Pierre Buet. Mon équipe est trop fragile, disait avant ce match Daniel Jean Dupeux, l'entraîneur canet. C'est vrai qu'hier soir, face au Havre, ces joueurs ont montré quelques faiblesses morales. Pourtant, la première moitié de la rencontre est tout à l'avantage de la formation cannaise. Mais à chaque fois, c'est à la finition que le bas blesse. À l'image de Salin, qui, sur cette attaque, manque sa reprise. D'ailleurs, rien ne sera marqué avant la mi-temps. Après le repos, Caen poursuit son pressing, mais sur ce contre-Havrais, Thieilly s'échappe et s'en va tromper Dutruel. Par chance pour les Canets, M. Tellen a sifflé une position de hors-jeu discutable. Le but est refusé. 10 minutes plus tard, c'est enfin l'espoir pour les Malherbistes. Dufour en contre-attaque s'échappe sur la gauche. C'est Rouissy. Le Tunisien reprend et marque. Caen mène 1-0 grâce au deuxième but de la saison de Fawzi Rouissy. Les Canets vont tenir le résultat jusqu'à la dernière minute de la partie. Et ce coup franc de Thieilly, légèrement détourné par le mur qui prend Dutruel à contre-pied. Le Havre égalise un partout. C'est un nouveau coup dur pour Caen qui perd un point à domicile. Les larmes de Fawzi Rouissy n'y pourront rien changer. Daniel Jean Dupeux avait raison, son équipe est bien fragile. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Havre, c'est la 3e meilleure équipe de première division pour ce qui concerne les matchs joués à l'extérieur. Donc un nouveau point pris par le Havre à l'extérieur. Montpellier, Paris Saint-Germain, ce sera le dernier résumé dans ce jour de foot. Mais on va faire un premier passage par le stade de la Mosson pour prendre des nouvelles de Louis Nicolin. Vous avez sans doute suivi les péripéties du président de Montpellier. Tout au long de cette semaine, il a eu affaire à la justice. Il a été mis en examen pour une affaire de corruption présumée, une affaire qui n'a strictement rien à voir avec le football. Mais connaissant son amour du football, Nicolin n'aurait jamais voulu manquer la venue du leader à la Mosson. Alors Eric Bael, est-ce que Louis Nicolin était présent ce soir? Bien oui Thierry, Louis Nicolin était au stade, il n'a pas changé ses habitudes, il est allé s'installer sur le banc de Montpellier, il n'a pas voulu parler mais il s'est prêté de bonne grâce aux photographes et aux caméramens. On va vous montrer quelques images prises avant le match. Louis Nicolin est donc poursuivi dans le cadre d'une affaire de corruption présumée à la mairie de Saint-Denis de la Réunion. La société de Louis Nicolin a obtenu là-bas le marché d'enlèvement des ordures ménagères par la mairie. Il a été mis en examen pour corruption, placé sous contrôle judiciaire avec caution d'1 million de francs, ce qui lui a permis de revenir rapidement sur Paris. Il est arrivé ce matin, il a pris aussitôt un avion pour Montpellier pour voir ce match contre le Paris Saint-Germain, un match dont nous vous parlerons tout à l'heure avec Lucien et Jean-Yves. Nous sommes dans notre quart de montage en train de terminer précisément le montage de ce match. À tout à l'heure Thierry. À tout à l'heure Eric, j'ajoute que le président Nicolin n'a pas voulu s'exprimer sur cette affaire, se déclarant seulement stressé par le match, bien sûr. Rendez-vous en fin de jour de foot pour Montpellier, Paris Saint-Germain. Lyon-Lens maintenant avec deux équipes qui sont entraînées en ce moment dans une spirale du succès sur les 5 dernières journées de championnat. Lens a pris 8 points, c'est bien, dont une première victoire à l'extérieur, c'était à Angers. Mais Lyon a fait encore mieux en prenant 9 points sur 10. L'équipe de Jean Tigana vient d'aligner 4 succès consécutifs. Lyon-Lens, Grégoire Margoton. Marcelo, l'autre joker brésilien à la mode, est bien là. Alors on va parler des absents. Bruno Ngotti, suspendu depuis Martigues samedi dernier. Jean Tigana a été prévenu. La tuile, c'est à l'entraînement qu'elle est tombée. Rupture des ligaments du genou et 1 mois minimum d'indisponibilité pour le franco-camerounais Romarin Bilong. Pas de chance pour la défense lyonnaise, sérieusement amputée. Pas de chance pour Bilong qui rêvait de l'Amérique. Un rêve de Coupe du Monde avec l'équipe du Cameroun qui s'éloigne un peu. Si le genou revient à temps, Tigana retrouvera le sourire. Romarin sera peut-être Lyon indomptable. Et dans tout ça, on oublie les Lensois qui se créent la première occasion, un coup franc en 2 temps et une frappe de Mérieux. Olmeta se couche et évite le pire. Un coup franc toujours, mais de l'autre côté, tir de Laurent de la Montagne, difficilement écarté par Guillaume Varnuse. La séquence top 10 terminée, les jaunes repartent de l'avant. Au bout de cette contre-attaque menée à grand train, Dubois n'hésite pas. Olmeta se replace en catastrophe, mais ça passe juste au-dessus.
La demi-heure de jeu arrive et ça flotte dans l'arrière-garde lyonnaise qui en oublie son Gaulois. Jean-François Perron, tout heureux de se retrouver là, tente sa chance. Les filets tremblent et Gerland soupire. Lens mène 1-0. Pour Olmeta, la belle série s'arrête tout net. Son invincibilité aura duré 454 minutes. Et regardez Pierre Lègle, il a l'intelligence de se faire tout petit sur la frappe de Perron. Bien vu et à l'arrivée très efficace. L'Olympique Lyonnais revient brutalement sur terre mais décide en guise de réponse de s'envoler. Gavasser Maurice qui pivote dans les airs, c'est beau mais pas assez appuyé pour troubler Varmuse. Ralenti quand même, de tels mouvements de lévitation sont plutôt rares, alors on en profite. Survient alors l'incident, Dubois s'envole lui aussi, mais c'est beaucoup moins joli. Méchamment fauché, Gavin rejoint la pelouse. Monsieur Lartigot n'inverse pas les cartons. Le jaune avait déjà sanctionné le Lensois en début de rencontre. Cette fois-ci, la petite carte est rouge. À 10 contre 11, on change de côté et les Lyonnais combinent. 1, 2 et frappe de Pelé juste au-dessus. Au ralenti, Abedi trépigne. Et encore, il ne connaît pas la suite. Regardez, 9 Lyonnais sont dans le camp lensois et ça va vite. 2 passes qui nous offrent un duel. Pierre Lègle face à Marcello, le Brésilien cafouille. Et Lègle court toujours, résiste à de la montagne et frappe. Lens mène 2-0. La joie taquine de Guillaume Varmuse et au ralenti, on s'aperçoit qu'Olmeta effleure le ballon, mais les frappes de l'Aigle sont souvent surpuissantes. La preuve. Renforcé par Samassi Abou, l'attaque lyonnaise sort de son grand sommeil de la montagne, 2 places et Roche. Le triangle a parfaitement fonctionné. Gerland se réveille aussi. Reste 20 minutes au blanc pour revenir au score. Varmuse est moins taquin et en effet les occasions se multiplient. Ouverture de Marcello, tête de Florian Maurice. Varmuse est toujours là et comme sa défense, il tiendra jusqu'au bout, jusqu'à la joie d'une nouvelle victoire lensoise. La belle série lyonnaise s'arrête d'un coup, celle des 100 et or continue. Alors voilà une première surprise avec la victoire de Lens à Lyon, la deuxième victoire à l'extérieur pour l'équipe de Patrice Berg. Auxerre, Martigues maintenant, c'est un deuxième match consécutif à domicile pour la Auxerre. C'est l'occasion donc de conforter une place européenne. Et ils en ont les moyens, les joueurs de Giroud. Depuis une défaite à domicile, la seule de la saison, c'était face à Bordeaux. Les Bourguignons ont battu successivement au stade de l'Abbé Deschamps, Caen, Metz et Sochaux. 4 victoires en marquant 9 buts sans en encaisser un seul. Sur le banc de Martigues, qui est actuellement relégable pour la descente en seconde division, sur le banc de Martigues, on va retrouver Christian Saramagna qui va pouvoir juger en connaisseur la performance de Pascal Vairua. Saramagna, Vairua, 2 ailiers gauche. Auxerre Martigues, David Berger. Auxerre possède la meilleure attaque à domicile, les Martigues la 3e plus mauvaise défense du championnat. Apparemment donc un match qui s'annonce à sens unique, même si les Martégots ont une revanche à prendre sur le match aller, battus sur leur terrain 1-0. Après cette tête de Vairua, les Bourguignons prennent le match en main. Corentin Martins aux abords des 18 mètres. Il est fauché par Mazzolini en dehors de la surface, estime Monsieur Puyalt. Et au ralenti, difficile de savoir s'il a raison. C'est en tout cas un coup franc tiré par Martins. C'est d'ailleurs son côté préféré. Belle frappe et superbe parade de Durand. Les Auxerrois continuent leur pressing. Vairua côté gauche, il est face à Pagal. Centre deuxième poteau pour la tête de Coquart. Durand ne bouge pas. Et ça fait 1-0 pour Auxerre. 10e but de Coquart cette saison. Coquart qui a pris le meilleur sur Mazzolini, un ancien bourguignon. Et qui marque 1-0. Petite explication, Durand-Pagal. Pagal qui fête aujourd'hui ses 11 ans en première division. Son premier match c'était en 83 avec Lens face au PSG au Parc des Princes. Nouvelle attaque de la GIA avec Baticle. Préféré ce soir à Lasland au poste d'avant-centre. Il glisse à Martins mais sans danger pour Eric Durand. Et Pagal est toujours montré du doigt. L'une des rares offensives de Martigues, Raleigh Kera lance Joël Bossis qui rentre dans la surface, mais sortie impeccable de Bruno Martini. Bossis, le seul attaquant provençal ce soir, en l'absence de Tolo, blessé au pied droit. 45e minute, corner et panique dans la défense martégale. Tour à tour, Verlat, Baticle et Vairua échouent sur Durand, mais toujours 1-0. C'est tout pour la première mi-temps, on se retrouve en seconde. Giroud a toujours froid aux oreilles, ses joueurs eux n'ont pas l'occasion de se refroidir. Saïb a servi Martins côté droit, il rentre dans la surface et il est fauché par Mazzolini. Cette fois c'est le pénalty indiscutable, le 4e concédé par Martigues cette saison. Vairua se charge de le tirer. Et
il marque. Durand avait pourtant bien anticipé, 2-0. Et 5e but de la saison pour Vairua qui retrouvera mercredi prochain l'équipe de France pour le match amical en Italie. La deuxième mi-temps est moins animée, mais les Bourguignons sont toujours menaçants. Vairua pour Batic, le libre de tout marquage, tir de Batic au ras du poteau. Et puis c'est au tour de Coquard, 1-2 avec Verlat. Coquard n'est pas hors jeu, il rentre dans la surface et il s'écroule. Nouveau pénalty, décide Monsieur Puyalt. Durand ne veut pas y croire. Et au ralenti, la faute de Durand n'est pas évidente. En tout cas, c'est encore Vairua qui tire et qui marque. Sous la barre cette fois, 3-0 pour Auxerre. L'addition est lourde pour les Martégots qui restent en position de relégable avant de jouer les 2 prochaines journées à domicile. Et puis la fin de match sera ternie par cette faute de Seatelli sur Sylvestre. Premier verdict, luxation de l'épaule, mais les médecins du club craignent un arrachement des ligaments. Sylvestre devra passer des radios demain. Il est solide, Sylvestre, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Victoire large donc de Auxerre face à Martigues, 3-0. Lille-Monaco avec une équipe de Monaco qui, après 2 mois d'abstinence, a enfin renoué avec la victoire. Et il était temps car Monaco s'est ainsi replacé dans la course aux places européennes. Monaco est à 3 points maintenant du 5e, c'est-à-dire Montpellier. C'est un retour qui doit beaucoup à Jürgen Klinsmann. Klinsmann et Djorkaeff ont été les 2 seuls buteurs de l'AS Monaco depuis le début des matchs retour. Du côté lillois, à suivre le Suédois Kenneth Andersson, très prometteur au départ, mais qui semble beaucoup plus discret depuis quelques mois maintenant. Ses derniers buts remontent au 29 octobre dernier. C'était à Caen. Duel Lille-Monaco, arbitré par Stéphane Lippert. Oui, on ne sait pas si les Monégasques sont superstitieux, mais ça fait 13 ans maintenant qu'ils n'ont plus perdu à Lille en championnat. Une pelouse fétiche sur laquelle ils débutent pourtant fort prudemment. Ce sont même les nordistes qui placent les premières banderilles. Une action bien construite avec Assadourian pour Sibierski, mais la conclusion laisse à désirer. La période d'observation entre les 2 équipes commence à s'éterniser. Plus de 20 minutes de jeu et toujours rien de sérieux. Emmanuel Petit, un long centre à destination de Klinsmann. Et ce n'est pas sur ce tir que Djorkaeff va prendre la tête au classement des buteurs. Le public s'impatiente. Etamé rate sa passe. Petit n'est pas plus brillant sur sa relance. Assadourian seul face à Ettori. Et le gardien monégasque dégage en corner. Une première intervention délicate mais parfaitement réalisée. Ça s'anime un tout petit peu. Djorkaeff pour Klinsmann qui embarque Fichot. Mais la frappe de l'Allemand est trop croisée. Rebelote juste avant la pause avec toujours Djorkaeff pour Niako. D'un rien à côté. À la mi-temps, 0-0. À la reprise, Frantzen rentre aux côtés d'Anderson et la reconstitution du duo scandinave redonne du tonus à l'attaque lilloise. L'avant-centre suédois recherche immédiatement son compère danois. Une première tête de Frantzen, une deuxième d'Etamé. Ettori est vigilant. Emmanuel Petit, bien déçu de n'avoir pas été appelé en équipe de France, trouve Klinsmann. Un superbe contrôle de l'Allemand. Il a vu Djorkaeff au deuxième poteau. Nadon est battu 1-0 pour Monaco. On joue depuis presque 1 heure. C'est le 15e but cette saison pour Youri Djorkaeff. Mais le tout premier de la tête. Au départ, une belle intervention de Klinsmann. Et Djorkaeff, une nouvelle fois à la conclusion. Pour une tête piquée, il est l'auteur des 5 derniers buts de Monaco à l'extérieur. Malgré ce but, Lille ne désarme pas et joue même de mieux en mieux. Frantzen pour Anderson, un centre immédiat et Assadourian surgit pour l'égalisation. 1 but partout. Eric Assadourian fou de joie, il vient de marquer son 5e but de la saison au terme d'une action où il a pris le dessus sur Petit. Et ce n'est pas terminé. Nouveau centre d'Anderson pour la tête d'Etamé et Sibierski pousse le ballon au fond. Mais Monsieur Saul refuse le but pour un pied levé trop haut par le jeune Lillois. La fin du match est plutôt monégasque avec une incursion de Chifo qui évite Nadon, mais pas le retour de Claude Fichot. Après 3 défaites de suite à l'extérieur, Monaco s'est un peu rassuré. Et avec un but extraordinaire. Et pour le moment, Youri Djorkaeff prend la tête du classement des buteurs du championnat de France de première division. Sochaux-Saint-Étienne maintenant avec un parallèle entre les 2 formations. 3 décembre 1993, c'était la 20e journée du championnat de France de première division. Et Sochaux battait Martigues 1-0. C'est la dernière victoire de l'équipe de Sylvester Takak en championnat. Même jour, en fait, c'était la veille parce que c'était en direct sur Canal+. Saint-Étienne était tenu en échec à domicile par Nantes. 1 but
partout. Et bien depuis cette époque, Saint-Étienne ne perd plus, soit une série de 6 matchs consécutifs sans défaite. Alors cela se traduit au classement. À la fin des matchs allés, Sochaux comptait 2 points d'avance sur les Verts. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Belle peut-être ce soir au Stade Bonal où Sochaux a l'occasion d'égaliser. Denis Balbir. Sochaux est habité de cette farouche volonté de gagner. Ce soir, on joue depuis à peine 2 minutes. Déjà le premier corner, le ballon revient sur Caveglia. Centre, remise de Voss à Piton seul devant les buts et 1-0. Le placement des Verts laisse à désirer sur le premier but de la saison du stoppeur sochalien. Les Verts ont du mal à récupérer, mais tout de même sursaut d'orgueil avec le tandem Blanc-Passy. Le tir de l'animateur des Verts rase le poteau de Stéphane Ferrand. Pas de chance pour celui qui a vraiment redonné du tonus et une âme à l'équipe. Moravchik sonne lui aussi la charge, accroché par Hadzibedjik. Monsieur Sars donne un coup franc. Lubomir Moravchik laisse le soin à Blanc de le tirer. Ça rase cette fois le poteau droit. L'effectif stéphanois est rassuré. Encore un coup franc bien dosé par Moravchik et Laurent Blanc est arrivé. 1-1 et 4e but de Blanc cette saison. Les Sochaliens savent qu'il faut vite s'en remettre. Ce qui sera fait. Longue course de Robert à la limite de la touche. Centre pour Voss à 2 mètres de Belle au-dessus. Santini n'est pas vraiment heureux. Et voilà ce qui a changé chez les Stéphanois. Les ressources sont nombreuses. Sierczewski, le Polonais, centre. Piton choisit la tête basse. Et le renard allemand, Wolfhard, profite de l'aubaine. 2-1, 7e but personnel pour Wolfhard. Noël est pourtant loin, mais le papier cadeau toujours dans les armoires. Il n'y a qu'à changer de côté. Une sortie incroyable de Belle sur un long ballon de Weber. Et il faut une partie de billard pour sauver Saint-Étienne. Sylvester Takak suit les rencontres d'en haut, suspendu pour 2 matchs malgré une promesse de sagesse faite un certain dimanche 17 octobre. En deuxième période, les Verts sont peut-être trop sur 2. Toujours est-il que Sierczewski a concédé un coup franc bêtement. Combinaison dangereuse du côté de Sochaux avec un but absolument exceptionnel de Baudry. L'international espoir marque son 2e but de la saison. Le ballon touché un petit peu par Gérald Passy. Le match fou se poursuit, Saint-Étienne n'abdique pas. Passy organise et sert. Patrick Moreau, excellent dans les airs, n'a pas de réussite, c'est le poteau. Pire, jetez-vous sur ce ballon comme des morts de faim, hurle Larquet. Pas d'écoute. Et la suite, la voilà. Tête de Weber et ciseaux exceptionnels de Baudry. La barre sonne, mais Caveglia suit. 9e but de Caveglia malgré le retour d'un excellent primar ce soir. Cuervo, Passy, De Guerville vont bien sûr essayer de réagir. Geste superbe de Baudry en attendant. Et Belle est battu car Caveglia a bien suivi l'action. Christophe De Guerville, on va le retrouver justement. Cuervo, Passy. Et voilà De Guerville servi idéalement par Gérald Passy. Mais il est en bout de course, De Guerville, et il échoue de peu. Maintenant Moravchik, Wolfhard et claquette époustouflante de Ferrand en déséquilibre. Absolument extraordinaire de solidarité cette équipe de Sochaux. Et voilà qui fait plaisir pour Stéphane Ferrand qui revient de blessure. Encore une tentative, la dernière du Polonais Sepchik sur un Bel trop avancé. Première défaite pour les Stéphanois depuis le 2 décembre et première victoire pour les Sochaliens depuis le 3 décembre. Et une victoire comme celle-là, bien sûr, ça se fête. Je vous l'avais promis, hein, les buts sont beaux, il y a aussi de grands arrêts de gardiens. La soirée est belle. Angers et Cannes, le match aller avait été particulièrement spectaculaire avec beaucoup de buts et une victoire de Cannes 4-3. Ce match aller avait été également un petit peu musclé avec 3 cartons rouges sortis par l'arbitre d'alors, monsieur Depandis. 3 cartons rouges pour El Adaoui, Mikou et Priou. Depuis le début des matchs retour, ça va mal pour Angers qui n'a pris que 3 points en championnat. Angers s'enfonce alors que Cannes va mieux après un passage à vide au cœur de l'automne. Cannes qui sera handicapé par l'absence de William Ayache et c'est un véritable handicap. Ayache souffre d'une contracture au mollet, mais sa saison jusque-là avait été remarquable. Angers-Cannes, Philippe Genin.
Germain en repos, Galtier suspendu, Eric Péan retrouve une place de titulaire perdue fin novembre au sein d'une formation angevine qui n'a plus d'alternative. Mais la première action dès la première minute sera pour Cannes avec ce centre de Ferraoui à la réception. Madar qui dans le feu de l'action donne un coup involontaire à Zago, c'est sans gravité. Cannes domine mais Angers y croit. Attention à ce coup franc d'Al-Adaoui qui était encore incertain ce matin. Al-Adaoui s'élance, le mur contre. Adaoui encore une deuxième fois et cette fois Cannes dégage. De son côté, Angers appuie un peu plus à l'image de Dory. Dory qui va talonner pour Ray. De son côté, Ray lance Guerra. Guerra s'infiltre, il va tenter sa chance et obliger le maçon à se coucher. Une action qui n'inquiète pas Cannes, débordement de Durix. Durix sur le côté droit, il feinte la défense angevine. Centre et tête de Madar, tête de Sauvager. 1-0 pour Cannes, ouverture du score. Et deuxième but pour Sauvager cette saison. Remarquable travail de Durix et superbe tête au ras du poteau d'Aubry. Et sous un autre angle, voici la tête de Sauvager. Angers tente de réagir, Masson se fait contrer. El Adaoui récupère, centre-tir de l'Angevin et claquette de Le Masson. L'égalisation n'était pas loin. La dernière action de cette période sera pour Angers. Lagrange pour la tête de Masson. C'est au-dessus, rien n'y fait, c'est la mi-temps. Et pourtant, Angers revient plus percutant. Troisième corner consécutif. El Adaoui pour Guerra. Guerra frappe le ballon, frise la barre transversale. Cannes retrouve ses esprits. Centre de Talbanine. Guyon repousse. Tir canois repoussé. Mais Mikou frappe au but et superbe parade d'Aubry. Le ton du match est enfin donné. Avec une nouvelle fois Angers et ce déboulé de Masson. Masson en retrait pour Lagrange. Reprise. Le Masson hésite et c'est l'égalisation. Un but partout. 7e but de Lagrange cette saison. Un superbe travail, le ballon rentre bien, regardez. Et une joie angevine qui en dit long. Une deuxième mi-temps complètement folle, corner de Banine avec une reprise de Madar et une nouvelle parade d'Aubry. Michael Madar doublement malheureux, il se blesse à la cheville et Cannes jouera à 10 pendant 6 minutes. La rencontre devient physique et se termine mal pour Martin qui dans ce choc avec Levenard est évacué sur la civière. 1-1, ce sera le score final et le sourire de Martin fait plaisir à voir, plus de peur que de mal. Oui, Cannes qui reste sur un match nul à Sochaux, une large victoire face à Caen. Cannes marche plutôt bien. Deuxième escapade du côté du stade de la Mosson. Vous verrez en fin de jour de foot le résumé football de ce Montpellier-Paris Saint-Germain. Mais on avait envie de demander à Eric Bell quelle était la composition de l'équipe leader du championnat, avec une place où il y a une vraie concurrence en ce moment. C'est la place d'attaquant de pointe au Paris Saint-Germain. Alors Eric, c'est Gravelaine ou c'est Ouéa qui a joué ce soir ? Écoutez, depuis le match de Coupe de France contre Côte-Chaude, l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est Gravelaine, Ginola. Pour ce soir, il y avait 3 possibilités. Regardez. Alors, la première possibilité, c'est Ouéa, Gravelaine. Ils n'ont jamais été titularisés ensemble. Deuxième possibilité, Gravelaine, Ginola. C'est celle qui joue ces derniers jours. Et troisième possibilité, Ginola, Ouéa. Alors, on a tout simplement demandé à Georges Ouéa de nous dire qui jouait ce soir. Georges Ouéa. Et ce soir, c'est Xavier et David qui jouent ce soir. Je suis en remplaçant. Voilà, donc attaque Ginola, Gravelaine. Bernard Lama n'avait pas joué contre Angers, il avait été remplacé par Borelli. Ce soir, il a repris sa place. Juste une anecdote, vous savez qu'il a été opéré du nez, de la cloison nasale. Eh bien, Bernard Lama n'est pas venu à Montpellier avec le petit avion privé avec le reste des joueurs du Paris Saint-Germain. Il est venu un avion de ligne, un avion plus grand, donc avec une cabine mieux pressurisée. Tout cela pour lui éviter d'avoir mal au nez. Thierry, vous pouvez nous appeler quand vous voulez parce qu'on a pratiquement terminé notre montage. Ah ben, tant mieux, rendez-vous tout à l'heure, Eric. Mais on enchaîne avec un Strasbourg, Nantes et un Gilbert Grèce qui a un problème de défense à la suite du forfait de David Régis, blessé depuis un petit moment maintenant. Gilbert Grèce hésite. Qui mettre en défense centrale à côté de Franck Leboeuf? Alors il a le choix avec Ismaël, le jeune joueur strasbourgeois, ou recentrer tout simplement Pascal Biles, qui est d'habitude un arrière latéral. Mais ce soir, pour Gilbert Grèce, il ne faudra pas se tromper dans son choix, car arrive en face un des meilleurs buteurs de la première division en France, Nicolas Wedek, déjà auteur de 14 buts depuis le début de la saison. Strasbourg-Nantes, Vincent Raduro.
C'est cet homme Thierry qui est chargé de marquer Nicolas Wedek ce soir, le jeune Valérien Ismaël. Et il a fort à faire. On revoit cette action en vitesse normale. C'est la première occasion nantaise après 4 minutes de jeu. Le disait Serre Wedek, Ismaël est bien là, mais il repousse directement sur Patrice Loco qui frappe. Première sérieuse alerte pour les Strasbourgeois, premier coup de chaud pour Valérien Ismaël. Et le pauvre Ismaël n'aura pas plus d'1 minute de répit. 60 petites secondes plus tard, voici Loco qui emmène un contre gigantesque. Les grands espaces strasbourgeois lui sont complètement ouverts. Ismaël anticipe la frappe, mais Loco sert tranquillement Wedek. Et voilà déjà le premier but nantais. La tornade jaune s'est abattue sur la Méno. Le valeureux Ismaël n'a pu que constater les dégâts et assister impuissant au 15e but cette saison de Nicolas Wedek. Il va sans dire que le numéro 9 nantais reste dans la course au classement des buteurs, mais c'est surtout l'attaque entière des Canaries qui impose sa loi en ce début de rencontre. Autre exemple, on joue depuis un quart d'heure seulement et Wedek lance un nouveau contre. Ferry file tout droit vers Corminboeuf, il est stoppé par Philippe Tiss. Loco est à 2 doigts de reprendre, mais le gardien strasbourgeois possède une longueur d'avance sur lui. Bref, vous l'aurez compris, les Bleus ne parviennent pas à calmer le jeu. Les jaunes sont libres comme l'air et ce diable de Wedek est en grande forme. Admirez ce qui va suivre. Une longue transversale de Carambeu et une splendide reprise de volée de Nicolas Wedek. Il faut un geste spectaculaire de Corminboeuf pour empêcher Wedek de marquer ce qui aurait été à coup sûr le but de la journée. Et ce, sous les yeux d'Aimé Jacquet. La fin de la période est marquée par de nombreuses tentatives strasbourgeoises pour inverser la tendance. Témoin soit 1-2 subtile mais inachevée entre Keller et Bouafia. Difficile d'évoluer au milieu d'une défense nantaise extrêmement regroupée. Coco Suedo s'inquiète mais le score restera le même à la pause. Et ce sont à nouveau les Canaries qui reprennent l'ascendant en seconde période. Avec un nouveau contre de Pedros. Un saisissable Pedros qui conserve son ballon jusqu'au bout, jusqu'au moment où il peut servir Wedek dans les meilleures conditions. Et ça fait 2-0 pour Nantes, le doublé de Nicolas Wedek qui, c'est vrai, doit beaucoup à ses compères Loco et Pedros. Il n'empêche que le numéro 9 nantais totalise maintenant 16 buts à son actif. De leur côté, les Strasbourgeois ont pris un sérieux coup au moral. Ils s'acheminent tout droit vers une 3e défaite consécutive. D'autant que les Nantais continuent leur festival. Ils sont même salués par les olés d'un public désabusé. Voici Naïbet qui écarte pour le Disé. Son centre est trop profond pour Loco, mais parfait pour Naïbet qui marque 3-0 pour l'FC Nantes. La cause strasbourgeoise est entendue à 3 reprises. Ils se sont laissés déborder par les Canaries, tout heureux de se retrouver seuls devant Corminboeuf. Quelques belles réactions des Bleus n'effaceront pas l'impression d'ensemble et même si cette frappe de Bouafia fait trembler Marot, on ne retiendra qu'une chose de ce match, le public de la Méno.